Même si j'avais eu du mal à trouver le sommeil, j'avais tout de même fini par m'endormir. Et en me réveillant le lendemain matin, j'ai été étonnée de voir qu'à la place des habituels délicieux gâteaux, sur ma table de chevet se trouvait une petite boîte noire. Intriguée, je l'ai attrapée en la tournant doucement du bout des doigts. Il n'y avait ni écriture, ni symbole qui aurait pu m'aider à savoir de qui venait ce paquet. En la regardant de plus près, j'ai vu un tout petit loquet noir lui aussi. Je l'ai déverrouillé. À l'intérieur, posé sur du tissu en velours, il y avait un sablier. Il a directement attiré mon attention. Il était de taille moyenne, entièrement fait d'or, et il aurait pu ressembler à n'importe quel sablier, si ce n'était pour ce qui se trouvait à l'intérieur. À la place du sable, c'était de la neige qui tombait flocon par flocon, créant des sommets enneigés en arrivant à la base du sablier. Voir qu'une bonne partie de la neige se trouvait vers le bas m'avait fait un véritable choc. Il ne me restait plus beaucoup de temps avant de faire de nouveau face aux crèmes puces. Et pour le moment, j'avais plus de questions que de réponses. En voulant refermer la boîte, une petite feuille de papier pliée en deux a glissé du couvercle. Après l'avoir ramassée, je l'ai ouvert lentement, craignant ce que j'allais découvrir à l'intérieur. Dessus, il n'y avait que quelques mots. À très vite, Erika. J'ai souri d'exaspération. J'avais l'impression d'entendre sa voix grave et moqueuse dans ma tête. Son immaturité ne me surprenait plus, mais ça commençait à devenir redondant. J'ai refermé la boîte avec dégoût et je suis sortie de la chambre pour aller vers l'atelier. J'avais l'espoir de voir Joséphine et essayer de lui parler discrètement, ou au moins me relaxer en regardant les autres petits elfes travailler. En rentrant dans l'immense pièce, j'ai tout de suite vu Joséphine. Elle était debout de dos et elle parlait à un autre elfe juste à côté du grand sapin. Je n'osais pas m'approcher et je ne voyais pas quelle excuse j'allais bien pouvoir trouver pour lui parler. J'ai décidé d'essayer de lui faire un signe discret, mais dès qu'elle m'a aperçu, son visage est devenu si froid que je n'ai même pas osé. Elle m'a discrètement fait un petit signe de main pour m'ordonner de partir. Pour ne pas avoir l'air trop suspecte, j'ai fait semblant de m'approcher de l'atelier du Père Noël, où comme à leur habitude, des centaines d'elfes s'affairaient avec enthousiasme. Je suis restée un long moment dans l'atelier à prétendre me promener. Comme depuis mon arrivée, personne ne m'adressait la parole. C'était comme si j'étais invisible, ou qu'ils avaient reçu l'ordre de faire comme si c'était le cas. J'ai fini par me lasser en voyant que Joséphine agissait comme si elle ne m'avait pas parlé le soir précédent. En revenant dans ma chambre, fidèle à elle-même, la petite poupée représentant Mathéo me fixait. Mais j'étais encore trop traumatisée pour la réutiliser. Je ne voulais pas voir les effets que la mort de son père avait eu sur ce petit garçon auquel j'avais fini par m'attacher. Et même la vision du sablier qui avait été miraculeusement sorti de sa boîte et posée en évidence sur ma table de nuit ne m'avait pas encouragée à retourner dans la vie de Mathéo. J'ai attrapé un cahier et un crayon et je me suis assise sous ma couette. Il fallait que je dessine le symbole que j'avais vu pour la seconde fois. Peut-être qu'avec un peu de chance, j'arriverai à donner le croquis à Joséphine sans que personne ne s'en aperçoive. Même si je dois avouer que son comportement m'énervait. Est-ce qu'elle m'avait promis de tout me raconter simplement pour gagner du temps et m'empêcher de me faire réduire en pièces par le crème-puce ? Je commençais à croire que oui. J'ai continué à dessiner le symbole et noter toutes les informations que j'avais en tête sur lui. Je me devais d'être organisée pour ne pas manquer ou oublier la moindre information. J'ai dû m'endormir en écrivant, car quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que ma chambre était plongée dans le noir. Je commençais à en avoir marre de toujours devoir attendre que mademoiselle la Belle au Bois dormant se réveille. J'ai failli tomber en arrière en entendant la voix de Joséphine s'élever de la noirceur. Mais cela a eu pour mérite de me remettre immédiatement les idées en place. J'ai entendu murmurer quelque chose, et d'un coup, les bougies que j'avais disposées un peu partout dans la pièce se sont toutes allumées simultanément. La pièce désormais parfaitement éclairée, j'ai pu voir que Joséphine n'était pas seule. Je n'en croyais pas mes yeux. Devant moi, toujours vêtue de ses vêtements sales et délabrés, se trouvait l'elfe qui m'avait aidée. Mais qu'est-ce que tu fais là ? J'ai bondi vers lui avec joie. Depuis notre dernière rencontre, je n'avais pas arrêté de me demander ce qui lui était arrivé. De plus, je voulais le remercier d'avoir été si protecteur vis-à-vis de moi. Même si, bien sûr, j'étais consciente que lui ne pouvait pas me répondre. Je suis tellement rassurée. Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. Bon allez, on n'a pas le temps pour ça. Apprenez à vous tenir un peu, Erika. Voici Enid. Ou du moins c'est comme ça que je l'appelle. Comme toujours, Joséphine faisait de son mieux pour refroidir l'ambiance. J'ai fait 2 pas en arrière et j'ai vu l'autre elfe me faire un signe de tête comme pour me dire que ce n'était pas grave. Venons-en au fait. À part votre ego démesuré, qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez la moindre chance de battre cette abomination d'usurpateur ? Cette simple phrase m'a rassurée. J'avais enfin la certitude que Joséphine était au courant de toute cette mascarade et qu'elle était bel et bien de mon côté. Sans me faire prier, j'ai commencé à tout leur dire. Les recherches que j'avais entreprises chez moi,
Le contact avec le professeur Aketic, la dague et le symbole que j'avais découvert et revu sur le trône de l'atelier. Pour la première fois, j'ai vu autre chose que de l'agacement ou de la colère sur le visage de Joséphine. Et même si l'autre ne pouvait pas parler, ses yeux faisaient tout le travail. Il était aussi horrifié que moi. J'ai profité de cette stupéfaction pour poser des questions à mon tour. Et vous, Joséphine, comment est-ce que vous avez découvert que le Krampus avait pris la place du Père Noël? Elle a repris son air renfrogné avant de répondre. J'avais remarqué qu'il avait changé. Après tout, je suis devenue son assistante personnelle depuis plus longtemps que je ne m'en souvienne. Je ne dis pas que le Père Noël n'avait pas son petit caractère et ses petits caprices, mais il n'a jamais été méchant ou malicieux dans ce qu'il faisait. Alors que cette créature transpire la malveillance. Elle regardait dans le vide, comme si elle était plongée dans un souvenir lointain. Et puis, vous êtes arrivé, Erika, et j'ai vu cette malveillance se renforcer et son comportement changer drastiquement. Je ne l'avais jamais vu faire de favoritisme pour qui que ce soit, mais vous, il avait l'air obsédé par vous. Dès le moment où il a reçu votre lettre, c'en était perturbant. J'ai grimacé en imaginant cette chose me choisir pour devenir son défouloir personnel. J'ai continué à suivre tout cela discrètement. Et tout comme vous, j'ai été choquée de découvrir sa véritable identité lorsqu'il vous l'a révélée. Après votre départ, pour la première fois, je me suis faufilée derrière la porte d'où vous étiez sorti. Et c'est là que j'ai découvert les atrocités qu'il pratiquait. C'est comme ça que j'ai rencontré Enid et ses semblables. Depuis, lui et moi nous essayons de trouver un moyen de le détruire. Et ça m'agace de le dire, mais je crois que vous en êtes plus loin que nous. Faites-moi voir ce dessin. Elle avait attrapé le croquis et les notes que j'avais prises. Ses yeux se sont alors écarquillés. Ce symbole, vous avez raison, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Dans l'atelier, dans le bureau du Krampus et sur une porte que le Père Noël a interdit à tout le monde de franchir. Il y a un long moment de cela. Cela veut dire que le Krampus était là bien avant que je ne remarque le changement. Elle est restée silencieuse, tandis que mon cerveau, lui, était en ébullition. Je pense réellement qu'il cache la dague dans un de ces endroits. J'ai déjà passé l'atelier au peigne fin, et elle n'y était pas. Il va falloir trouver un moyen d'aller jusqu'à cette pièce sans éveiller ses soupçons. Mais je ne sais pas comment faire. Peut-être que je pourrais... Non, et si on... Oui, mais ça... Impossible. Apparemment, ce n'était pas seulement dans ma tête que tout se bousculait. Elle a continué à balbutier pendant quelques secondes, comme si rien n'existait autour d'elle, puis elle a ajouté. Je réfléchirai à la question. En attendant, vous allez devoir vous faire discrète, pour qu'il ne remarque pas notre petit manège. Et surtout, n'essayez pas de me parler comme vous l'avez fait tout à l'heure. J'essaierai de revenir rapidement, compris ? Je savais que répliquer ne menait nulle part avec Joséphine, alors j'ai simplement acquiescé de la tête. Au moment où il partait, les lumières des bougies se sont quasiment toutes éteintes, sauf celle qui se trouvait près de moi. Avant de quitter la pièce, Enid m'a fait au revoir de sa petite main mutilée. De nouveau seule et pratiquement dans le noir, je suis retournée me coucher, des idées plein la tête. Les jours suivants sont passés très lentement. Je ne pouvais toujours pas me résigner à retourner voir la vie de Matteo. J'ai bien essayé plusieurs fois, mais à chaque fois que j'avais la poupée dans les mains, je me mettais à pleurer. En plus, je n'avais toujours pas de nouvelles de Joséphine qui était devenue professionnelle à faire semblant qu'elle ne me connaissait pas. C'était une véritable torture de ne rien pouvoir faire et de voir la partie haute du sablier se vider de ses petits flocons de neige. Je dois avouer que je commençais à perdre patience. Cependant, quelques jours plus tard, au retour d'une petite promenade à travers le domaine, Joséphine se trouvait dans ma chambre. Elle était seule cette fois-ci. Je n'ai même pas eu le temps de prononcer un mot avant qu'elle ne prenne la parole. Écoutez attentivement pour une fois. J'ai trouvé un moment où vous allez pouvoir aller découvrir ce qui se cache derrière cette mystérieuse porte. Dans 5 nuits, juste après le dîner, vous irez devant la porte de l'atelier. Enid vous y attendra. Moi, j'ai rendez-vous avec notre faux Père Noël pour programmer le début des festivités hivernales. Normalement, ça prend des heures. Des heures où je pourrais le garder à l'œil et le distraire si besoin. Elle s'est approchée de moi et m'a glissé quelque chose de sphérique dans la main. Puis, elle a ouvert sa paume pour laisser apparaître une petite bille faite de verre transparent. Nous n'allons pas pouvoir communiquer, alors gardez précieusement ceci. Si vous tapez 3 fois sur la vôtre, la mienne s'allumera et vice-versa. Ne l'utilisez qu'en cas de danger. Et moi, je ne l'utiliserai que si je n'arrive plus à retenir le Krampus. Est-ce que c'est clair ? Une nouvelle fois, j'ai hoché la tête pour lui indiquer que j'avais compris. Elle a alors refermé la main, puis sans dire un mot, elle s'est avancée jusqu'à la porte. En la refermant, je l'ai vu poser son doigt sur ses lèvres comme pour me rappeler encore une fois de me taire. Elle m'a laissé avec une boule au ventre faite d'appréhension et d'impatience. Inutile de vous dire qu'attendre le moment où j'allais rejoindre Enid et découvrir si la dague se cachait réellement dans cette pièce était insupportable.
Malgré tout, le moment a fini par arriver. Je suis sortie de ma chambre les jambes tremblantes. Je savais que ce que nous avions à faire était de la plus haute importance. Mais savoir que ce n'était pas seulement moi, mais également Enid et Joséphine qui prenaient un énorme risque, ajoutait à mon appréhension. En me rapprochant de la porte de l'atelier, j'ai été rassurée de voir Enid. Il me regardait avec ses petits yeux noirs mais tendres. Il a posé un doigt devant sa bouche, puis il a ouvert son autre main en pointant du doigt sa paume. Je ne sais pas comment, mais j'ai compris qu'il voulait que je lui donne la bille que Joséphine m'avait confiée. Je lui ai donné et il m'a fait signe de le suivre. On a passé au moins 10 minutes à marcher le long des couloirs tous plus blancs les uns que les autres. Plus j'avançais, et plus l'appréhension laissait place à la curiosité et à l'excitation. Je me rapprochais de la seule chose qui pouvait me libérer. Moi et tous les autres captifs du Krampus. Enid a fini par s'arrêter brusquement, et en relevant la tête, j'ai aperçu la porte. Celle que l'on cherchait et qui portait bel et bien le symbole gravé dans son bois. La gravure était profonde, et à l'intérieur des rainures, il y avait une espèce de pâte rouge et épaisse. Je ne savais pas ce que c'était, mais je trouvais ça écœurant. Enid a posé sa main sur la poignée, puis il m'a regardé comme pour me prévenir de me tenir sur mes gardes. En ouvrant la porte, un vent froid et sec m'a fait frissonner. Puis, j'ai lentement suivi Enid à l'intérieur. La pièce n'était pas éclairée, mais elle n'en avait pas besoin, car en son centre, posée sur une sorte de piédestal fait de glace, la lame bleutée de la dague scintillait en baignant l'endroit de son halo. Il n'y avait rien d'autre autour. Et en y regardant de plus près, j'ai tout de suite compris pourquoi il faisait si froid. Tout comme dans le sablier que le Krampus m'avait fait parvenir, un microclimat avait l'air de régner dans la pièce. Car de la neige y tombait miraculeusement, en finissant sa course sur le sol qui pourtant n'était couvert de neige qu'à certains endroits. Nous nous sommes avancés tout doucement vers le piédestal. J'avais une boule au ventre. Tout cela paraissait bien trop simple pour être vrai. Mais pour le moment, il n'y avait eu aucun piège. En arrivant devant la colonne sur laquelle reposait la dague, j'ai été aveuglée par la puissance de la lumière qu'elle dégageait. Elle était magnifique, encore plus belle que je ne l'avais imaginée. Je ne savais pas vraiment de quoi était fait la lame bleutée, mais elle avait la même apparence que les sculptures de glace que mes parents m'emmenaient voir à chaque période de Noël, lorsque j'étais enfant. Enid et moi, nous nous sommes lancés un regard. J'avais l'impression de lire dans ses yeux que lui non plus ne savait pas ce qu'il fallait faire ensuite. En la saisissant maintenant, on prenait le risque que le Krampus se rende compte de son absence. Mais en la laissant là, il y avait une forte probabilité qu'il la change de place s'il avait le moindre doute. J'ai passé de longues secondes à peser le pour et le contre. Et Enid semblait faire de même. J'ai fini par me dire qu'il valait mieux l'emporter tout de suite, car au moins, on était sûr de l'avoir en notre possession, peu importe si le Krampus découvrait ou non ce que l'on mijotait. Enid, je pense qu'il faut la prendre avec nous. Tu es d'accord ? Il n'a pas hésité à acquiescer de la tête. Apparemment, nous avions eu le même raisonnement. Je n'avais pas très envie d'être celle qui allait devoir retirer la dague de son piédestal, mais vu tout ce qu'Enid avait fait pour moi, je ne pouvais pas lui laisser ce fardeau. J'ai donc tendu une de mes mains moites, et sans attendre, j'ai saisi ce qui allait pouvoir me donner une petite chance de me débarrasser de cette ignoble créature. Contrairement à ce que j'avais imaginé, la poignée de la dague n'était pas vraiment froide, et même si elle était lourde, je n'avais pas trop de mal à la soulever. J'ai regardé le petit elfe en soufflant un grand coup, soulagé que je ne sais quel mécanisme ne m'ait pas coupé la tête, ou encore écrasé au moment même où j'ai posé la main sur la relique. En me voyant faire, son visage s'est illuminé. C'était la première fois que je le voyais aussi heureux. Je n'arrivais pas à y croire. On avait réussi. Je lui ai souri à mon tour, et pendant l'espace d'un instant, toute l'angoisse que j'avais ressentie depuis le début de cette macabre aventure s'était envolée. Mais bien sûr, vous imaginez bien que ça n'a été que de courte durée. Mon visage s'est décomposé lorsque j'ai vu une lueur verte émaner du petit poing serré d'Enid. Je savais exactement ce que ça voulait dire. Et lui aussi. Sans réfléchir, j'ai relâché la dague sur son piédestal. Si la petite bille s'était allumée, ça voulait dire que Joséphine avait un problème, et que le Krampus pouvait débarquer d'une minute à l'autre. Enid et moi, nous nous sommes précipités vers la porte, et nous avons couru à toute vitesse pour nous éloigner le plus rapidement possible de la pièce secrète. Alors que je suivais Enid à travers les couloirs sans réellement réussir à me repérer, des flashbacks de ma première rencontre avec le faux Père Noël m'envahissaient l'esprit. La dernière fois, je n'avais pas réussi à le semer. Mais cette fois-ci, il était hors de question que je me laisse attraper. J'ai utilisé mes dernières forces pour courir plus vite, et après quelques secondes, j'ai enfin aperçu la porte de ma chambre. Sans se retourner, Enid m'a dépassée, et il a continué sa course effrénée en direction de l'atelier, tandis que je m'engouffrais dans mon seul havre de paix. Vu sa taille, j'étais étonnée de la vitesse à laquelle il se déplaçait. Par sécurité, j'ai attrapé la poupée du petit Matteo, et je l'ai serrée fort contre moi. Si jamais le Krampus avait l'idée de venir faire un tour dans ma chambre, je devais avoir l'air innocente. J'ai fermé les yeux pour essayer de me concentrer.
Mais ne pas savoir si Joséphine et Enid allaient bien me tourmentait. Cependant, je n'avais pas d'autre choix que d'y arriver. J'ai tout fait pour me vider l'esprit. Et après un moment, j'ai ressenti les vibrations familières me bercer doucement. En ouvrant les yeux, j'avais encore le cœur qui battait à une vitesse incroyable. Mais en regardant autour de moi, la panique a laissé place à la tristesse. Avec tout ça, j'avais oublié pourquoi cela faisait plusieurs semaines que je n'étais pas retournée dans les méandres de la vie de mon petit protégé. Devant moi, Mathéo et sa mère étaient assis sur le canapé de leur salon. Silencieux tous les deux, la joie de vivre qu'ils avaient habituellement dans les yeux avait disparu. Sur la table basse qui se trouvait devant eux, il y avait une jolie urne. Je n'avais aucune hésitation sur l'identité de la personne à qui elle appartenait. Décidément, cette soirée ne faisait qu'empirer. Je me suis contentée de rester debout au coin de la pièce, tout aussi silencieuse qu'eux. À vrai dire, je ne sais même pas combien de temps s'est écoulé avant que Mathéo et sa mère ne commencent à disparaître, et que je me retrouve de nouveau dans ma chambre. Dehors, le soleil se levait. De voir qu'autant de temps s'était écoulé sans que le crème-puce ne vienne m'étriper m'a un peu rassurée. Mais m'imaginer que Joséphine ou Enid n'avaient potentiellement pas eu cette chance. Exténuée par la nuit éprouvante que je venais de vivre, je suis tombée de sommeil. Les visages de Joséphine, Enid, Mathéo et sa mère restent engravés dans mon esprit.